Bonjour à toutes et tous. Merci d'assister à cette table ronde que nous avons, donc troisième table ronde de la matinée. Nous avons intitulé « Planifier et organiser la filière pour renforcer le lien urbain-rural et concilier récolte et enjeux environnementaux ». Je m'appelle Alain Rochegut, je suis chargé de mission biomasse au pôle climat, air, énergie à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons vu en début de matinée que le schéma régional biomasse ambitionne à l'horizon 2035 la mobilisation d'un gisement supplémentaire évalué à 2,5 millions de tonnes de bois sous forme de plaquettes provenant de bois forestiers, connexes, bois bocagers et bois déchets. Il est prévu de le valoriser par la mise en service d'environ 1200 nouvelles chaufferies d'ici 2035. Ça a été mentionné en introduction de ces journées. Au cours de cette table ronde, nous allons donc rappeler l'importance de planifier le développement de la filière bois-énergie sur un territoire et nous allons vous présenter des outils existants ou prochainement à venir qui peuvent contribuer à concilier la montée en puissance de cette filière et les enjeux environnementaux. Un des outils de planification à mobiliser étant le plan climat-air-énergie territorial, le PCAET. Madame Bernard, chef de pôle délégué du pôle climat-air-énergie à la DREAL, vous présentera les principaux enjeux d'un PCAET. Et ensuite, je laisserai la parole à monsieur Hervé Villard, chef de projet au pôle métropolitain du Genevois français, qui vous présentera comment les EPCI de ce territoire, de ce pôle métropolitain, ont mutualisé leurs moyens pour construire leur PCAET et surtout pour mettre en évidence les synergies entre les différents territoires. Développer le recours au bois énergie peut également, par ailleurs, interroger et concilier les différents enjeux. Je laisserai enfin la parole à Madame Montero de l'unité départementale Savoie-Haute-Savoie de la DREAL, qui présentera la stratégie qui a été déployée ces dernières années sur le territoire bien connu de la vallée de l'Arve, pour la stratégie qui a été déployée vis-à-vis de la préservation de la qualité de l'air, ainsi que les résultats encourageants que l'on peut d'ores et déjà constater. Sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Bernard. Madame Bernard, est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux enjeux d'un PCAET, ainsi que les fondamentaux pour qu'il soit ambitieux et bien construit? Merci Alain. Oui, donc quelques minutes pour rappeler une démarche que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, puisque on a effectivement depuis 2010 cette obligation qui est dédiée aux collectivités, donc de mettre en œuvre, de créer, d'élaborer un plan climat et de le mettre en œuvre sur son territoire. C'est l'outil qui est dédié donc désormais à l'action des collectivités pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc PCET, alors il y a eu des grands changements avec la loi transition énergétique de 2015. On est passé d'une démarche qui était surtout obligatoire pour les collectivités sur leur patrimoine et l'action sur leurs compétences. Et ça s'adressait au plus Tous les ça pas. Oui. Oui. Alors. T'es sûr que ça marche? Bah là c'est bon. Oui. D'accord. Donc. Il a été allumé, donc je pense. D'accord. Alors, le PCAET, si effectivement il y a eu un petit souci donc d'écoute, PCAET, donc c'est la loi transition énergétique de 2015 et le législateur a voulu donc faire évoluer la démarche PCET, donc plan climat énergie territoriale créé en 2010, en un véritable outil, en une véritable démarche projet pour les collectivités, avec cette ambition aussi que les collectivités soient coordinateurs de la transition énergétique. Ce qui fait que c'est plus uniquement une démarche qui est centrée sur ce sur quoi la collectivité a des leviers immédiats en termes de patrimoine et de compétences, mais c'est surtout la mobilisation de toutes les parties prenantes du territoire pour les faire adhérer et les faire agir de façon à pouvoir répondre à des objectifs communs de lutte contre le changement climatique. Donc ce PCAET, avec l'intégration aussi des questions de qualité de l'air, et sur la question effectivement du bois énergie, il y a un enjeu aussi de pouvoir développer une filière tout en garantissant effectivement
la précaution qu'on peut avoir par rapport aux enjeux de qualité de l'air, sur certains territoires notamment, mais sur l'ensemble des territoires. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les plans d'action sont réalisés donc dans une période de 6 ans, et surtout, on a un élargissement important donc du champ des obligés, puisque c'est tous les EPCI de plus de 20 000 habitants, et depuis la loi NOTRe, il y a effectivement ce seuil de population qui est requis pour ces établissements publics de coopération intercommunale. Et donc, on a en Auvergne-Rhône-Alpes 90 territoires qui sont soumis à cette obligation et qui représentent plus de 90% de la population. Donc, c'est un outil qui est très intéressant. Alors, les obligations étaient pour 2018, donc on a aujourd'hui un très bon taux de réalisation, même si on a encore des démarches qui sont en cours et en cours de finalisation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des EPCI qui se sont emparés volontairement de la démarche et qui donc la mettent en œuvre pour illustration. Dans l'Allier, on a effectivement la totalité des EPCI qui sont engagés dans la démarche. Un autre changement important, c'est l'obligation aussi d'évaluation environnementale stratégique, ce qui fait qu'on est vraiment dans une démarche de développement durable et qui garantit effectivement que tout ce qui est mis en œuvre dans le cas, ou tout ce qui est prévu dans le cas de cette démarche, aura effectivement l'impact le plus pris en compte sur l'environnement. Alors, comme toute démarche projet, on est sur une partie diagnostic. Alors, on est sur, c'est une démarche lutte contre le changement climatique, donc bien sûr, la question des gaz à effet de serre est centrale. Il y a aussi une nouveauté, c'est la question de la séquestration nette du carbone, c'est-à-dire que la collectivité doit également donc définir la capacité de son territoire à assurer cette fonction de séquestration du carbone. Et puis, donc on l'a dit, c'est aussi effectivement un volet qualité de l'air. Alors, ce diagnostic est aussi complété, bien sûr, par tous les éléments de consommation énergétique du territoire. Il doit présenter les réseaux de transport d'électricité, de gaz, et aussi promouvoir, effectivement, ou en tout cas programmer le développement des réseaux. Et puis, il a un volet important sur la production d'énergie renouvelable et également de définition du potentiel pour voir comment des porteurs de projets peuvent effectivement, sur chacune des filières sur lesquelles le territoire peut avoir un potentiel de développement, les porteurs de projets puissent effectivement se présenter pour passer en phase opérationnelle. Et puis, il y a la dimension donc vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. Donc, une démarche vraiment complète pour la problématique de lutte contre le changement climatique. Alors, il faut souligner en Auvergne-Rhône-Alpes la facilité qui est donnée aux collectivités par rapport à cette phase de diagnostic, puisque l'Observatoire régional climat-énergie met à destination, donc à disposition des collectivités, des établissements publics de coopération intercommunale, des profils climat-énergie qui correspondent effectivement aux attendus réglementaires, de façon à ce que lorsque la démarche s'engage, la collectivité peut déjà disposer donc d'un certain nombre d'informations qui l'aident ensuite à soit vouloir compléter sur certains aspects, soit vouloir effectivement engager assez rapidement la phase stratégique. Donc par exemple, pour illustrer, sur l'ensemble des profils climat-énergie qui sont donc accessibles sur le site ORCAE, il y a des éléments sur le potentiel de développement de chacune des filières d'énergie renouvelable, donc l'éolien, le biogaz, le solaire et puis le bois. Donc il y a alors des éléments qui méritent d'être certainement approfondis dans le cadre de la démarche spécifique de plan climat, mais en tout cas, il y a effectivement à destination gratuite des collectivités régulièrement mises à jour, ces profils qui sont une vraie richesse et qui ont été reconnus au niveau national comme effectivement étant des éléments très appréciables pour que la collectivité puisse assez rapidement s'engager sur la partie stratégique. Alors la stratégie, comme toute démarche projet, vous avez entendu l'actualité certainement, donc on a cité la loi transition énergétique, il y a la loi énergie-climat aussi qui a donc intégré la neutralité carbone et révisé un certain nombre d'objectifs. Et puis il y a la stratégie nationale donc pour la neutralité carbone qui a été donc actée par le gouvernement par décret du 21 avril, ainsi que la programmation pluriannuelle de l'énergie et le SRADET qui a été voté par la région en fin 2019 et approuvé par le préfet le 10 avril de cette année. Donc, au niveau cadrage, on a effectivement tout ce sur quoi le PCAET, dans sa démarche territoriale, peut effectivement vouloir contribuer. Alors, les objectifs stratégiques et opérationnels, c'est donc, sans rentrer dans le détail, c'est des pas de temps qui sont proposés donc aux collectivités de façon à ce qu'elles puissent contribuer au budget carbone qui sont donc
complémentaire de la stratégie nationale pour la neutralité carbone. Donc, il y a des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'encore une fois, on est vraiment sur une démarche dont la vocation, effectivement, est de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Et l'action des territoires, maintenant, n'a plus à être démontrée comme étant essentielle par rapport, effectivement, à la mise en œuvre de ces stratégies nationales et régionales. Et puis, la finalité, c'est quand même le plan d'action. Donc, on est sur, effectivement, c'est attendu que les actions du plan climat puissent être élaborées de façon partenariale avec l'ensemble des parties prenantes du territoire, avec suffisamment de précision pour être mises en œuvre dans ce délai de 6 ans, et qui constitue effectivement la dimension très opérationnelle de ce plan climat, de façon à pouvoir apporter cette contribution avant la prochaine actualisation, donc, puisque c'est une démarche qui s'actualise tous les 6 ans. Merci Madame Bernard. Merci d'avoir rappelé les fondamentaux d'un PSAET. Vous avez fait allusion à un territoire qui est le département de l'Allier, qui conduit de façon parallèle l'ensemble de ces PSAET et qui a aussi engagé avec eux des territoires non obligés de façon volontaire. Je vous propose que l'on voit un autre exemple ce matin, qui est le pôle métropolitain du Genevois français, à travers une intervention de Monsieur Hervé Villard, qui est chargé de mission, chef de projet, pardon, au sein de son pôle métropolitain. Monsieur Villard, qui est connecté normalement à distance, est-ce que vous pouvez nous présenter la démarche qui a été menée sur votre territoire autour des plans climat, et est-ce que vous pouvez nous présenter les synergies qui ont été rendues possibles par cette démarche? Oui, je pense que vous m'entendez bien. C'est Bonjour, parfait. bonjour tout le monde. Merci Alain pour la présentation. Oui, alors pour parler synergie, puisque c'est l'angle d'attaque qui m'est proposé ce matin, désolé, mais comme on est à J-1 avant les résultats du bac, je vais faire un petit peu d'histoire et de géographie pour commencer, pour illustrer à quel point ce territoire du Genevois français porte en lui, à travers son histoire, des synergies quasi obligatoires. Donc, le pôle métropolitain du Genevois français, qui existe sous cette forme-là depuis 2017, fédère 8 EPCI, 3 communautés d'agglo, 5 communautés de communes, dont la taille varie de 19 000 à 90 000, bientôt 100 000 habitants. Toutes ces collectivités sont fédérées en fait autour d'un projet plus large encore, qui est celui du Grand Genève, qui associe donc le Genevois français, le canton de Genève et une partie du canton de Vaud. L'ensemble forme aujourd'hui plus d'1 million d'habitants et on a développé au fil du temps des collaborations entre Français et Suisses, entre Suisses, et je dirais même que historiquement, c'est peut-être entre Français et Suisses que ça a d'abord porté ses fruits. Une des particularités de ce territoire, côté français, qui représente aujourd'hui 420 000 habitants, quand on regroupe ces 8 EPCI, c'est le fort dynamisme démographique et dynamisme économique. Démographique, puisqu'on a des taux de croissance parmi les plus élevés de France. On a encore gagné l'année dernière près de 6 500 habitants. Donc, ça ne va pas sans poser quelques problèmes de rythme et pour les collectivités d'investissement pour parvenir à suivre avec tous les équipements. Et quand on a en charge, en plus d'en faire un territoire à énergie positive, ben, ce n'est pas tous les jours simple. Donc, en tout cas, ce qui aujourd'hui est certain, c'est que les EPCI ont compris qu'ils devaient travailler ensemble. Et ça a commencé grâce à l'impulsion régionale à travers les candidatures TEP-CV qui se sont fédérées. Alors, il y a 4 territoires qui étaient partis initialement. Et puis, les collègues de l'ADEME, de la région, de l'État ont eu la bonne idée de dire « Ok, il y a 4 candidatures, mais regroupez-vous et c'est ensemble que vous serez reconnus et labellisés TEPOS ». Et ça a été le cas. Et depuis cette date-là, fin 2015, ça a vraiment structuré la totalité de la démarche de transition énergétique, qu'on n'appelait pas encore transition écologique, comme c'est le cas, car c'est maintenant le vocable que l'on emploie. Donc, sur la diapo suivante, on va voir aussi que, comme je l'évoquais très rapidement,
autour de ces questions air, climat, énergie. On travaille très souvent avec nos voisins suisses, hein, donc qui associent 2 cantons. C'est aussi une petite particularité, juste pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Un canton en Suisse, c'est quasiment un État, puisqu'un canton a son gouvernement, a ses propres lois. Donc pour nous, c'est à la fois source de complexité, parce que ce qui est valable avec le canton de Genève n'est pas du tout valable avec le canton de Vaud. Mais néanmoins, c'est aussi source de richesse, puisque parfois, l'un ne le faisant pas, c'est l'autre qui le fait et qui nous donne des bonnes idées. Et je pense que Céline Montero, à la fin de cette table ronde, en parlera aussi, puisque grâce à ce projet Pacter, qui est une sorte de PPA transfrontalier, qui comporte 33 actions relatives à l'amélioration de la qualité de l'air, on a tenté, alors je dis tenté parce qu'on n'y est pas encore totalement parvenu, d'apprendre de la méthode genevoise pour contrôler les systèmes de chauffage au bois, avec ce qu'on peut appeler une sorte de police du feu, mais je laisse Céline peut-être le détailler tout à l'heure. En tout cas, nous, on s'est servi de la labellisation TEPOS pour en donner le cadre, pour en faire une ambition au niveau des PCAET. PCAET qui, comme Evelyne Bernard l'a rappelé, sont devenus obligatoires, et nous, ça nous a permis de les aborder frontalement et collégialement, puisque le pôle métropolitain s'est emparé d'un marché unique en groupant de commandes pour conduire les PCAET de ces collectivités membres, y compris une, la plus petite, qui n'était pas du tout obligée et qui du coup est rentrée dans la danse et aujourd'hui dispose de son plan climat. C'est une démarche qui a été initiée en 2017 avec l'élaboration d'un cahier des charges, une procédure un petit peu lourde et complexe, mais qui nous a permis, début février 2018, de démarrer cette collaboration. Alors on va le voir dans la suite. On avait choisi aussi le bureau d'études qui est retenu, qui, pour ne pas le nommer, était Indigo, à la tête d'un consortium où on retrouvait Espul, Solagro, notamment. On a travaillé, grâce à eux, à travers une approche du scénario négawatt, qui nous a permis d'identifier notre point de départ et différentes trajectoires. Alors ici, on a quelques soucis d'affichage, mais alors je vais essayer de néanmoins vous le présenter. On a en bleu-violet, selon comme ça s'affiche chez moi, les consommations tendancielles auxquelles on peut s'attendre. Bon, évidemment, on n'est pas du tout sur une trajectoire TEPOS. On a en vert, tout en bas, grâce au scénario négawatt, s'il était complètement réalisé sur le territoire à l'horizon 2050, la courbe et la trajectoire de notre production ENR, qui serait à multiplier par 3. Et puis, vous avez en plus sombre, en bordeaux, ouais, je ne sais pas comment vous le voyez sur votre écran, mais voilà, c'est celle-ci, en effet. Merci Alain pour le pointage. C'est nos consommations énergétiques en réduction constante et permanente au fur et à mesure qu'on fait des efforts de sobriété et de maîtrise de la demande, mais dans un cadre très théorique qui est celui d'une non-augmentation de la population. Et comme je vous l'ai dit en introduction, vous avez compris qu'on a été un territoire très dynamique et qu'on ne pouvait pas s'affranchir de ce fait-là. Et donc, au-dessus, c'est la courbe qui est en rose, voilà les consommations auxquelles on peut au maximum parvenir à l'horizon 2050, puisque cette trajectoire, cette courbe, elle intègre en fait tout ce qui est déjà induit dans nos documents d'urbanisme et dans nos SCOT. Donc, si on réalise les SCOT, on maîtrise un petit peu de la consommation, mais pas autant qu'on ne le ferait si on avait une démographie pleinement maîtrisée. Alors, on ne va pas rentrer ici dans les détails des questions démographiques et la manière de les gérer. En tout cas, nous, on doit faire face, a priori, c'est toujours sur cette pente-là qu'on est en ce moment, à un afflux massif de nouveaux habitants chaque année. Et la question qui se pose, c'est de les accueillir dans les meilleures conditions et dans les conditions qui, puisqu'on est dans le cadre d'un plan climat, vont intégrer toutes les questions de ressources, de sol, des questions d'artificialisation. Et il nous a fallu intégrer tout ça, et c'est un peu le défi auquel on fait face. Et donc, j'ai des collègues qui travaillent sur un SCOT unique
à l'échelle de tout le Genevois français, qui travaille sur des zones d'activité qui consomment moins d'espace, qui travaille sur les questions de densité urbaine. Tout ça, vous le comprenez, et ça va nous amener enfin, j'allais dire à la fin de cette intervention, à la question d'une ville, ou en tout cas d'un tissu urbain qui est capable d'accueillir et de favoriser l'émergence de réseaux de chaleur. Aujourd'hui, on a un territoire, nous, qui s'est construit avec une périurbanisation plus ou moins bien maîtrisée, je dirais plutôt moins que plus. Et du coup, on a de vraies difficultés à faire émerger des réseaux de chaleur qui soient performants, et du coup, c'est une de nos faiblesses. Donc, ça a été aussi l'occasion, à travers le plan climat, à travers une animation qui s'appelle Destination TEPOS, je pense que quelques-uns d'entre vous la connaissent ou en ont entendu parler, de travailler avec nos élus, avec les parties prenantes, avec les différents acteurs du territoire, à ces scénarios de développement. Et ça leur a permis de comprendre qu'entre l'ambition TEPOS affichée quand on est labellisé par la région, par l'État, par l'ADEME, et la réalité d'un territoire qui devient réellement énergie positive, on avait un réel défi, et je dirais même plus que ça, quasiment une gageure. Et notamment, voilà, et je pense en terminer avec ça, et vous voyez que j'ai très peu parlé de bois, en fin de compte, mais puisqu'on est complètement dans une logique, nous, de mix énergétique dans lequel le bois tient pleinement sa place. Le bois tient effectivement une place prépondérante, puisque c'est l'énergie a priori la plus disponible sur le territoire. Alors on pourrait creuser sur les questions de géothermie, etc. Mais en tout cas, sur le bois, il y a un vrai potentiel, mais un potentiel qui est réellement là s'il est partagé entre les différentes parties prenantes, entre les différents territoires. Ce n'est pas un territoire seul qui peut assurer son autonomie énergétique à travers le bois, mais il a peut-être, avec son voisin, l'occasion de mettre en commun sa ressource, et surtout de mettre en commun toute la structuration de la filière, puisqu'on a vu qu'on avait un vrai déficit là-dessus. J'ai entendu plein de choses intéressantes déjà dans les interventions précédentes. Je ne détaille pas ce qu'il y a là. Il y a des fiches actions qui sont à l'échelle des EPCI, il y a des fiches actions entre PCI, et il y a des fiches actions dans ces plans climat à l'échelle métropolitaine qui vont donc concerner les 8 EPCI qui en sont membres. Et cette question de la structuration de la filière bois en fait évidemment partie. Voilà. Pardon, j'ai dépassé les 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Villard, pour votre présentation. En effet, un PCAET doit être réalisé voilà, sur le périmètre géographique de l'EPCI, mais à travers l'exemple que vous nous avez présenté, on peut voir que on peut se saisir de ce plan climat pour mutualiser la démarche, le construire aussi en lien avec des territoires voisins, et ainsi mettre en évidence des synergies. Et le bois énergie est effectivement une filière que l'on peut raisonner sur un périmètre un peu plus large. Merci beaucoup pour votre intervention. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, un PCAET doit présenter donc la stratégie du territoire pour développer les énergies renouvelables, dont le bois énergie. Ce dont nous le savons, c'est une filière qui a différents impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, et ils sont bien souvent difficiles à estimer. Monsieur Tissot, rebonjour, vous êtes intervenu dans la précédente table ronde, vous êtes référent bois énergie et transition énergétique à l'Union régionale des associations de communes forestières. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et surtout la démarche que vous vous apprêtez à proposer pour qu'un décideur, un élu, puisse à l'avenir mieux connaître les différents impacts d'un approvisionnement en bois énergie? Oui, bonjour à tous. Effectivement, les élus sont très concernés. Oui. Les élus sont très concernés par cette filière bois énergie parce qu'on annonce toujours une évaluation de la ressource qui est très importante. On voit qu'on prélève même pas la moitié de l'accroissement forestier à l'échelle régionale, mais on voit qu'à l'échelle locale, il y a un certain nombre de problèmes, des problèmes qui sont des fois d'ordre simplement paysager ou où on a l'impression qu'il y a des problèmes de biodiversité. Je dis l'impression parce que finalement, les études ne sont peut-être pas suffisantes, mais aujourd'hui, c'est difficile tout ça à évaluer. Et de nombreux élus, avant de porter des projets de chaufferie bois, de porter des projets de réseau de chaleur,
nous pose clairement la question de la ressource. Est-ce que la ressource est réellement suffisante? À quelle échelle? Est-ce que c'est sur notre interco? Est-ce qu'il faut aller chercher du bois chez les voisins? Est-ce que cette ressource, si elle est prélevée, aura un impact sur la biodiversité? Est-ce qu'il y aura un impact sur les paysages? Quels seront les impacts d'une manière générale positifs et négatifs? C'est pas évident, ça fait des années qu'on cherche à faire ça et c'est pas évident du tout à mettre quelque chose en place. On a imaginé que finalement l'outil idéal serait une traçabilité, puisque tracer les bois, c'est le meilleur moyen de savoir réellement d'où vient le bois et du coup s'il y a un impact, on sait que on saura que c'est le bois énergie, enfin c'est l'approvisionnement en bois énergie qui aura qui sera mis en cause. Mais une traçabilité telle qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire contraignante, une certification, ça a un coût. Le bois énergie n'est pas, enfin en tout cas pour nous aux communes forestières, n'est pas en mesure de pouvoir financer une certification. Donc on est parti sur autre chose, une certification non contraignante. Donc on s'est rapproché d'un bureau d'études qui s'appelle le bureau d'études Transition et qui ont déjà beaucoup œuvré sur une traçabilité non contraignante dans un autre domaine qui est l'huile de palme. Et on va s'inspirer de cette expérience-là pour mettre en place une méthode qui soit adaptée au bois et au bois énergie. Je vais peut-être laisser parler quelques minutes Lix, il est en ligne, donc du bureau d'études Transition, qui va nous raconter un petit peu la mise en place de cette démarche sur l'huile de palme. Bonjour. Et là? Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, bonjour. Du coup, oui, donc chez Transition, du coup, on travaille depuis plusieurs années maintenant sur des méthodologies de traçabilité de l'huile de palme, donc notamment pour des clients dans le domaine des cosmétiques. Et donc, en fait, c'est une méthodologie qui repose beaucoup sur du déclaratif. Donc, en fait, on va essayer de retrouver un petit peu les premiers fournisseurs de nos clients. Et à partir de ces premiers fournisseurs-là, on leur transmet des questionnaires qui sont censés remplir pour nous indiquer les volumes qu'ils commercialisent. Et à partir de ces volumes-là, aussi nous indiquer auprès de quels fournisseurs ils se fournissent eux-mêmes, et ainsi de suite. Et ce faisant, on arrive à remonter les chaînes jusque en fait, les installations de production d'huile de palme, donc les moulins, etc. Et ce qui nous permet ensuite d'avoir une information assez détaillée pour ces clients. On pourra bien donc à leur faire des cartographies en leur indiquant auprès de quelles installations ils s'approvisionnent en huile de palme. Et donc après avoir fait ce travail-là, on parvient aussi donc, avec eux à accompagner les installations vers des modes de production plus durables d'huile de palme. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment, grosso modo, sur cette méthodologie qu'on met en œuvre aujourd'hui. Donc, dans le cadre du bois énergie, ce que l'on souhaite faire, c'est effectivement, avec le bureau d'études de transition, aller voir chaque représentant d'un petit morceau de la filière, donc chaque chef d'entreprise, ça peut être le responsable d'une plateforme de stockage, ça peut être des ETF, ça peut être des exploitants forestiers, ça va être aussi les maîtres d'ouvrage de chaufferie, et de systématiquement mettre en place un argumentaire, donc un argumentaire qui aille dans le sens de on connaît plus de choses sur la localisation de notre approvisionnement, et puis d'intégrer systématiquement un échelon en dessous. Donc à chaque échelon, chaque visite, chaque interview se fera toujours avec l'échelon supérieur pour montrer à quel point la connaissance, l'information sur la localisation de la ressource est nécessaire, et que si on va vers cette transparence, tout le monde pourrait être bénéficiaire. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'à la fin, on prenne plus en compte les problèmes qu'ont les exploitants forestiers et les ETF pour travailler en forêt. On pourrait très bien imaginer pouvoir augmenter un petit peu le coût. Si l'usager en a conscience, il pourrait être amené à accepter de payer un peu plus cher sa chaleur, par exemple. Après, autre avantage, c'est la possibilité de créer plus de liens entre les territoires, des liens rural-urbains. On sait très bien qu'aujourd'hui, des chaufferies sur Lyon mettent en place des démarches pour dire de financer un certain nombre de travaux sur les territoires voisins, par exemple. Grenoble a aussi des impacts sur un certain nombre de territoires qui sont au-delà de son propre territoire. Donc, on pourrait mettre du concret dans tout ce qu'on appelle lien rural-urbain et d'avoir de vrais chiffres pour dire de pouvoir mettre en place un véritable panier dans lequel on pourrait échanger des choses entre les territoires, parce qu'on a clairement des territoires qui approvisionnent et des territoires qui consomment.
Merci beaucoup, Monsieur Tissot, pour la présentation de cette démarche innovante et intéressante. On espère que ça apportera un éclairage supplémentaire aux acteurs de la filière. En complément d'une meilleure connaissance des impacts de l'approvisionnement en bois énergie, il existe également des leviers pour mieux concilier les récoltes de bois, le stockage de carbone, la préservation des paysages et de la biodiversité. Des enjeux qui, d'un premier abord, apparaissent compliqués à concilier. Monsieur Cassé, vous êtes directeur technique et financier de l'association Silvac. Pouvez-vous justement nous présenter les missions de votre association ainsi que les dispositifs d'accompagnement que vous proposez? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, au niveau de Silvac, ça rejoint les questions qui ont été posées jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on voit une ressource qui paraît très disponible, en tout cas très importante, puisqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a presque 3 millions d'hectares de forêt. Donc, on se dit qu'on a de quoi assurer les approvisionnements. Mais quand on y regarde effectivement d'un petit peu plus près, que ce soit sur l'exploitation, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse sur la gestion de ces forêts, on se rend compte que c'est pas la majeure du genre aujourd'hui que d'assurer ce suivi de la gestion et donc d'assurer le bon renouvellement des peuplements ou en tout cas leur pérennité, d'autant plus qu'elle est aujourd'hui très affectée. D'un territoire à l'autre, c'est assez différent, mais en tout cas par les effets du changement climatique. Donc, Silvac, effectivement, est une association de 1901 avec une particularité, c'est qu'on n'a que des membres institutionnels, pas de membres physiques. Donc, la région, le Grand Lyon, la Banque Neuflis, qui sont les membres fondateurs de notre association, qui se sont trouvés autour d'un projet qui est donc de comment préserver le patrimoine forestier au cœur des territoires. 2 mots dans ça, le patrimoine forestier, au-delà d'effectivement d'une ressource. Le patrimoine, c'est une histoire, c'est des catégories, des typologies de peuplement différentes. Là, on parle d'un écosystème avec ses services, plus ou moins marqués d'un territoire à l'autre. Quand on est en montagne ou en plaine, on n'a pas le même patrimoine forestier. Et au cœur des territoires, parce que le cœur de l'action de Silvac, c'est la concertation locale, réfléchir à qu'est-ce qu'on attend des forêts du territoire, comment on souhaite qu'elles évoluent, aussi bien en termes de production de bois que de services. Deuxième diapo. Et donc Silvac porte un objectif aujourd'hui de créer un nouveau mode de financement pour la gestion des forêts, j'insiste là-dessus, hein, qui soit donc favorable à la préservation des services socio-environnementaux au sens large, et on les a cités, hein, les paysages, la qualité de l'eau, le carbone, la biodiversité, etc. etc. Donc l'enjeu de l'association Silvac, c'est de lever des moyens nouveaux pour accompagner cette gestion forestière adaptée à chaque contexte territorial. Donc, comme je le disais, au cœur de l'action de notre association, tout d'abord, il est question d'identifier des modes de gestion vertueux des forêts dans le cadre de concertation locale assez large, puisque l'idée est d'aller au-delà, hein, bien sûr, du cercle de la filière forêt-bois, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup d'attentes souvent subies hein, sur la forêt, des attentes sociétales, plus ou moins pesantes en fonction des massifs. Mais il est important d'entendre ces demandes et de les faire résonner avec finalement des trajectoires de gestion des forêts qui ne sont pas forcément hors de portée, qu'il s'agit simplement de présenter, d'écrire. Et donc l'association ensuite accompagne financièrement l'évolution des pratiques de gestion dans le but d'aboutir à une forêt à la fois plus résiliente pour répondre à ces questions de changement climatique, mais aussi de pérennité des puits de carbone locaux, puisque avant de faire du plus, il serait bon déjà de conserver nos puits de carbone en un bon état de santé, et puis bien sûr la production de bois et de services. Aujourd'hui, l'association est présente dans 20 massifs forestiers d'Auvergne-Rhône-Alpes, très variés. À la fois, on est présent dans tous les parcs naturels régionaux aujourd'hui de la région, mais on est aussi présent à des échelles de collectivités locales ou de chartes forestières, dans des massifs très différents les uns des autres. Le massif central, le Diois, donc les Alpes du Sud, les Alpes du Nord, les forêts de plaine plutôt feuillues, considérant que toute forêt est productive de bois et de services et que dès lors, même des forêts économiquement peu rentables ont aujourd'hui une valeur de par les services qu'elles rendent. Donc on est vraiment sur cette entrée-là. Donc depuis 2016, l'association a accompagné plus de 4500 hectares de travaux forestiers, donc c'est assez important. Et en levant des fonds auprès d'entités publiques et privées, puisque quand on dit nouveaux moyens financiers, il s'agit aussi de travailler ces questions-là en disant à la fois il y a beaucoup d'attentes sur la forêt et à la fois il y a peu de moyens. Comment arriver à trouver le point de convergence pour trouver des moyens pour porter cette gestion forestière.
Donc aujourd'hui, l'association, bien sûr, Silvact, je disais association L901, est reconnue d'intérêt général par le ministère des Finances, donc c'est un point important, parce que c'est la seule association aujourd'hui qui bénéficie de ce rescrit fiscal officiel à ce niveau-là. On travaille également de conserve avec l'IUCN sur les questions de solutions fondées sur la nature, et puis on est membre du Global Compact des Nations Unies, et puis on est association accréditée 1% Force de Planète, ce qui nous permet de lever des fonds auprès d'entreprises, mais aussi de collectivités, et donc de travailler ces questions de liens urbains-ruraux, et très concrètement de transferts financiers entre des centres urbains plutôt consommateurs de bois et des centres ruraux plutôt producteurs d'une ressource à travers une gestion. Voilà, donc pour illustrer ça, effectivement, on a aujourd'hui un exemple avec la métropole de Lyon qui nous confie annuellement 100 000 € d'investissement, j'insiste là-dessus, c'est bien une enveloppe pour faire de l'investissement en forêt, il ne s'agit pas de financer du fonctionnement sur l'association Silvact, dans une logique de dire que la métropole de Lyon aujourd'hui consomme effectivement du bois énergie, c'est plutôt bien, c'est même très bien de consommer du bois énergie, puisque c'est quand même la seule ressource qu'on a qui est locale et qui est renouvelable, mais à condition qu'elle soit gérée, ou en tout cas qu'on traite cette ressource dans des conditions de reconstitution qui soient les plus optimales et en tout cas qui prennent en compte les différents aspects qu'on a évoqués autour de la forêt et de ses attentes. Donc aujourd'hui, Silvact sert d'outil de transfert entre Lyon et une série de territoires ruraux pour accompagner une meilleure gestion, en tout cas une évolution des pratiques sylvicoles adaptées aux attentes locales, qui permet à la fois de poursuivre une production de bois d'œuvre, bois énergie bien sûr, mais aussi de services attendus dans ces territoires, paysages, qualité de l'eau, etc. C'est des partenariats aujourd'hui qu'on renouvelle de plus en plus avec Clermont-Ferrand, avec Vichy, enfin voilà, avec un certain nombre d'agglomérations ou de métropoles. On le fait aussi avec des collectivités petites, telles que Cœur de Savoie, donc la zone de Montmélian, qui nous confie pour sa part 10 000 € d'investissement chaque année à répartir sur Bauges, Chartreuse, Beldonne, qui sont les massifs situés dans son pourtour, et en disant en tant que territoire qui consomme peut-être un peu de ressources, mais aussi de l'espace, de par ses habitants qui vont profiter de ces massifs. C'est notre façon d'essayer d'accompagner, ou en tout cas de faciliter la bonne gestion de ce patrimoine forestier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un exemple de bascule, de changement de gestion forestière, si on prend par exemple la coupe rase d'une plantation de feuillus, voilà, l'accompagnement au changement de gestion forestière qui permet d'avoir à terme une exploitation forestière qui permet de préserver la multifonctionnalité des forêts et par exemple peut-être de sortir plus de bois d'œuvre. Effectivement, c'est vraiment le point central de Silvact au-delà des services, c'est de dire comment durablement on va continuer à produire du bois dans des bonnes conditions de qualité, qui implique la qualité effectivement de la parcelle en elle-même qu'on va exploiter, et la qualité des opérations de récolte. Donc c'est pour ça qu'on part d'un petit peu plus haut sur la gestion, comment on va orienter la gestion pour faciliter les conditions de la récolte future. Alors c'est vrai que aujourd'hui, typiquement, le changement climatique contraint un certain nombre de pratiques, ou en tout cas les rend aujourd'hui plus dangereuses, plus aléatoires d'un point de vue investissement et donc coût. Donc effectivement, dès qu'on parle de coupe rase suivi de plantation, on a aujourd'hui un aléa de réussite qui est quand même assez important, qui est lié à la dent du gibier, à l'aléa climatique, la neige lourde, l'été sec, etc. Et c'est des opérations qui sont très coûteuses. Donc aujourd'hui, on est plutôt au niveau de Silvact, et de par notre intérêt général, c'est un point important, sur des options de sylviculture, on va dire plus conservatrices, en évitant des opérations de récolte trop importantes, en travaillant sur la résilience naturelle de la forêt. Donc effectivement, la place du résineux aujourd'hui, sous la pression du changement climatique, est une vraie question. Le résineux ne disparaîtra pas, mais on l'aura dans des densités qu'on n'a pas l'habitude d'avoir aujourd'hui, en tout cas qui sont un petit peu plus techniques à traiter. Donc c'est bien ça l'entrée, donc les changements de pratique qui sont très variables d'un massif à l'autre. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on ne porte pas au niveau de Silvact de révolution au niveau de la pratique sylvicole. Il ne s'agit pas de tout changer. On a souvent dans beaucoup de massifs des pratiques anciennes, en fait, qui aujourd'hui peinent à être déployées du fait du manque de moyens financiers, qu'elles le soient. Donc, tout ce qui est gestion, on va dire, en futaie jardinée, dès qu'on est en zone de montagne, c'est des gestions un peu contraignantes qui nécessitent une technicité, qui nécessitent une formation et donc des coûts qui aujourd'hui, par la vente de bois, ne sont pas pris en charge.
Donc il faut aller un petit peu au-delà de ces questions de le prix du bois paye la gestion forestière et se dire quand on veut des services en plus, quand on veut conserver une production durable de bois mais aussi de services, eh ben, il faut accepter, c'est là où Silvact intervient au titre de l'intérêt général, de mettre au pot pour atteindre ces objectifs qui sont partagés. Merci beaucoup, M. Cassé, pour la présentation de vos missions et l'accompagnement que vous proposez aux exploitants forestiers, aux collectivités. Le développement du bois énergie a également un lien non négligeable avec la qualité de l'air et les modalités de son développement peuvent impliquer un impact plus ou moins important. À ce titre, Madame Montero, vous êtes de l'environnement à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et vous avez accompagné la révision du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve. Pouvez-vous nous présenter la démarche qui a été menée depuis plusieurs années déjà sur ce territoire et les impacts positifs sur la qualité de l'air que l'on commence à observer suite aux différentes actions? Merci. Oui, vous m'entendez? On vous entend très bien. Est-ce que là c'est mieux? Ah, d'accord. Est-ce que c'est mieux là? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Pardon. Oui. Donc, en effet, j'ai, en tant que chargée de mission qualité de l'air au sein de l'ADREAL, j'ai eu la charge de suivre les démarches d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, tant dans sa première version que dans sa révision. Et comme vous le disiez, la vallée de l'Arve est tristement célèbre quand on parle de qualité de l'air. Guillaume Brulfer, dans sa présentation tout à l'heure, nous montrait l'impact du chauffage au bois sur les concentrations en particules fines. Quand on s'est engagé dans les travaux du premier PPA en 2012, c'était une découverte que de voir cette contribution importante du chauffage à la mauvaise qualité de l'air sur le territoire. Donc, ça nous a amené en effet à réfléchir à des actions spécifiques en matière de chauffage au bois, puisque on voyait que le secteur était à l'origine de plus de la moitié des émissions de particules fines. Donc, il fallait nécessairement avoir une action et une réponse qui soit adaptée. Donc, à l'époque, en lien avec l'ADEME, on avait échangé sur la mise en place d'un fonds de conversion des appareils de chauffage, et donc est né le fonds Airbois dans la vallée de l'Arve avec cette idée de convertir les anciens appareils de chauffage vers des appareils plus performants, parce que comme l'indiquait aussi rapidement dans sa présentation Guillaume Brulfer tout à l'heure, on voit bien que entre un foyer ouvert et le feu qui crépite en montagne, on n'a pas les mêmes émissions qu'avec un poêle à granulés ou une chaudière automatique. Donc l'idée était d'obtenir la bascule vers du bois, mais du bois qui était performant. Parce qu'en effet, il y avait 3 modalités d'action pour améliorer les choses en matière de qualité de l'air quand on cherchait à s'attaquer au chauffage. Travailler sur le combustible, donc vous en avez largement parlé par rapport à cette matinée, tant sur l'approvisionnement que sur la qualité du combustible. Et puis sinon, travailler soit sur l'appareil, soit sur l'entretien. Et les données de l'ADEME et les études disponibles nous ont montré qu'en fin de compte, il était plus favorable d'aller vers le remplacement complet de l'appareil de chauffage plutôt que d'essayer de mettre en place un dispositif de traitement des émissions à la sortie de la cheminée. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'est né le fonds Airbois de la vallée de l'Arve, avec dans un premier temps une prime de 1 000 € pour la conversion d'un appareil de chauffage antérieur à 2002, et puis un passage à 2 000 € de cette prime en cours de dispositif. Donc, si
on va sur la diapositive suivante, voilà, pour voir un petit peu où on en est dans la mise en œuvre du dispositif. En termes de cibles, alors bon, suivant les chiffres qu'on utilise le parc, vous l'avez aussi évoqué ce matin, cette description du parc est parfois un petit peu complexe, mais donc on a un parc d'appareils qui avait été estimé à 12 000 installations à moderniser. Donc le premier PPA a permis de pouvoir convertir 3500 appareils dans le cadre du premier PPA 1, et au vu des données, et j'y reviendrai, encourageantes sur les effets bénéfiques de cette démarche, a été décidé dans le cadre du PPA 2 de poursuivre et d'amplifier cette démarche fonds Airbois avec à nouveau 3500 appareils supplémentaires à convertir. Donc aujourd'hui, depuis le lancement de la démarche, on est autour de 4000 conversions d'appareils qui ont été mises en œuvre. Donc voilà, une réduction des émissions via le changement des appareils de chauffage. Et en effet, sur cette diapositive, on voit les objectifs du PPA 2 sur la droite en bleu et les gains obtenus. Dans le petit nuage, on a les réductions en termes d'émissions qui ont été obtenues sur les différents polluants. Donc, le constat du PPA 1 est une réduction de 22% des particules PM10 et de 20% des PM2,5. La petite courbe blanche que vous voyez en fond, c'est le constat des concentrations qui, comme l'indiquait Guillaume, sont largement à la baisse sur l'ensemble des polluants, y compris sur la vallée de l'Arve, et avec des objectifs qu'on s'est donnés ambitieux dans le cadre du PPA 2, d'avoir une action au moins similaire que sur la première période 2012-2017 pour la période 2017-2022, avec à nouveau une réduction à hauteur de 30% des émissions en particules fines. Donc voilà, la démarche fonds Airbois a permis d'agir sur le chauffage individuel avec un maintien du bois énergie, une ressource locale, un approvisionnement en effet souvent local sur le territoire. Parallèlement à tout ça, j'avais fait figurer sur la diapositive le triptyque de la séquence éviter, réduire, compenser, puisque bien sûr quand on parle de chauffage, la première chose c'était de dire est-ce qu'on ne peut pas éviter le besoin de chauffage, donc un travail en parallèle sur tout ce qui est rénovation énergétique, et puis également le travail sur le déploiement de réseaux de chaleur que vous avez aussi esquissé dans vos travaux de la matinée. L'aspect réduction des émissions au travers de ce fonds de conversion. Et puis, en termes de compensation, évoquer également, adossé au fonds Airbois, toute l'animation faite sur le territoire pour pouvoir promouvoir ce bois performant, mais également toute une politique de lutte contre tout ce qui est brûlage à l'air libre qui avait été adossée au fonds Airbois. Donc voilà, une action de promotion de la biomasse, mais dans des bonnes conditions. Parallèlement à cette action sur le chauffage individuel, j'avais également ciblé une action du PPA qui vise les entreprises avec des fonds Air Entreprises qui ont été mis en place. Comme je vous le disais, on a vu au travers des données Atmo, mais aussi dans le cadre de travaux de recherche spécifiques, qu'on pouvait vraiment tracer la présence de particules fines issues de la biomasse. Et quand on a fait ce constat, on s'est dit qu'il y a une partie qui vient du chauffage individuel chez le particulier, mais il y a aussi toutes les chaudières biomasse qui sont présentes chez les activités de travail du bois, charpentiers, menuisiers, qui sont particulièrement présents aussi sur le territoire.
Donc, la communauté de communes Pays du Mont-Blanc a eu une action spécifique vers cette cible des entreprises du travail du bois et dans le cadre de son fonds Air Entreprise, a accompagné les entreprises qui souhaitaient quelque part substituer quelque chose qui s'apparentait plus à un incinérateur de connex de scierie ou autre, et qui était utilisé quand même pour se chauffer l'hiver, en un véritable appareil de chauffage et avec des performances qui ont là aussi permis d'améliorer largement la situation. Donc voilà, pour illustrer rapidement des actions qui ont été conduites dans le cadre du PPA de la vallée de l'Arve, avec une sensibilité qualité de l'air importante et des résultats malgré tout, tout en déployant le bois qui montre une amélioration de la situation. Sur la partie chauffage collectif, à ce stade, peu d'actions sur la vallée de l'Arve sur cette action, sur le chauffage collectif, mais il y a d'autres actions et notamment on peut citer le déploiement sur Annecy aussi dès 2013 d'une grosse chaudière biomasse, où on a aussi des enjeux qualité de l'air, certes moins prégnants qu'en vallée de l'Arve, mais le déploiement d'une grosse chaudière biomasse avec une démarche toujours éviter, réduire, compenser, avec pour éviter X petites installations de chauffage individuelles, la connexion d'un quartier complémentaire au réseau de chaleur pour se connecter à cette chaudière biomasse. Voilà, j'ai fait le tour. Hervé Villard signalait la nécessité, au-delà de tout ça, d'avoir un contrôle de l'installation. Sur la partie chaudière industrielle, c'est vrai que on a vu, dans le cadre du PPA, on a une action forte de contrôle des chaudières en milieu industriel, des chaudières biomasse en milieu industriel, et on voit qu'il y a souvent un niveau d'entretien. Il y a toute une démarche à construire, à l'instar de ce qui peut être fait en effet sur Suisse pour, au niveau du chauffage individuel, améliorer encore et réduire encore les émissions. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Merci beaucoup, Madame Montero, pour votre intervention. Et vous avez montré effectivement que, certes, avec des efforts conséquents et depuis plusieurs années, il est possible de réduire la pression sur la qualité de l'air due au chauffage au bois. Le SRB prévoit effectivement de déployer plutôt cette filière sur des chaufferies collectives. Néanmoins, sur des territoires comme celui de la vallée de l'Arve, l'impact sur la qualité de l'air n'est pas négligeable. Et on trouvait intéressant de montrer qu'il était important sur ces territoires en jeu, de montrer qu'en travaillant sur les appareils, plutôt les appareils individuels, il était possible de réduire la pression sur les qualités de l'air et donc du coup de combiner développement du bois énergie, développement de chaufferies collectives en parallèle d'appareils individuels performants, tout ça pour concilier aussi l'impact sur la qualité de l'air. Nous arrivons au terme de cette troisième et dernière table ronde de la matinée, alors que plusieurs territoires ont déjà finalisé leur PCAET et sont en phase de mise en action, et alors que d'autres sont encore en phase d'élaboration. Nous espérons que les différentes interventions de la matinée ont pu vous apporter des éléments complémentaires pour vous éclairer et mieux vous accompagner dans le développement de la filière bois énergie, développement d'une filière qui n'est pas sans conséquence et qui a plusieurs enjeux à concilier. Voilà, c'était l'objectif de cette troisième table ronde, en espérant que vous aura apporté des éléments intéressants dans l'élaboration de vos stratégies bois énergie sur vos territoires.